En 2008, le marché américain s'est effondré, ça tout le monde le sait. En quelques mois, des millions de familles ont perdu leur maison, des banques qui étaient là depuis toujours, des banques centenaires ont fait faillite, l'économie mondiale a vacillé. Et pendant que tout le monde entier regardait du côté des États-Unis, impuissants, une poignée de types, une poignée de personnes ont vu le coup venir et ont réussi à parier contre le système et à se positionner à contre-courant. Ils ont gagné là-dessus des milliards et cette histoire, c'est l'histoire de The Big Short, le casse du siècle, le film dont on va parler dans cette vidéo. C'est un film qui est sorti en 2015 avec des acteurs notables tels que Steve Carell, Christian Bale, Ryan Gosling ou encore Brad Pitt, donc un très beau casting. Avec plus de 130 millions de dollars au box-office et l'Oscar du meilleur scénario adapté, le film a eu un impact énorme, pas seulement sur le cinéma, mais également un impact énorme sur la façon dont les gens perçoivent l'immobilier, dont les gens perçoivent la finance et surtout les crises, quelles qu'elles soient. Mais au-delà du divertissement que propose ce film, The Big Short pose également une question fondamentale que tout investisseur immobilier devrait se poser. Comment ces types ont vu ce que personne d'autre n'avait vu venir? Et surtout, qu'est-ce que ça nous apprend aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut en tirer concrètement pour investir plus intelligemment dans l'immobilier? Dans cette vidéo, on va décortiquer le film, on va comprendre ce qui s'est vraiment passé en 2008 pendant la crise des subprimes et on va voir comment appliquer les leçons que nous enseigne le film pour ne jamais se retrouver du mauvais côté du terrain pendant une crise et plus précisément dans notre cas pendant un crack immobilier. Donc que tu sois déjà investisseur immobilier, que tu aies déjà investi ou que tu envisages de le devenir, que tu envisages de te lancer en immobilier, cette vidéo va littéralement changer ta vision de l'immobilier, quelle qu'elle soit, et tout ça grâce à ce film. On va voir ça ensemble. C'est parti. Avant de parler du film, il faut comprendre ce qui s'est passé réellement en 2008, parce que si tu ne comprends pas la mécanique sous-jacente, si tu ne comprends pas les rouages de tout ce qui s'est déroulé, tu ne peux pas en tirer des leçons. Donc tout commence aux États-Unis dans les années 2000. L'immobilier monte depuis des années de manière plutôt stable, plutôt constante, et tout le monde est convaincu que finalement ça va continuer à monter. Les banques, les investisseurs, les familles, tout le monde. Donc tout le monde a envie d'ajouter sa pierre à l'édifice, sans mauvais jeu de mots, et ça va inciter donc les gens à emprunter pour pouvoir acheter. Sauf que, il faut savoir une chose, c'est que les banques américaines, elles ont fait à ce moment-là un truc complètement fou. Elles ont prêté à des gens qui sur le papier n'avaient aucune capacité d'emprunt, aucune capacité de remboursement, qui avaient des dettes énormes sur le dos déjà, et c'est ça qu'on a appelé les subprimes. Donc c'est en fait des crédits pourris qui sont prêtés à des emprunteurs qui ne sont pas solvables. Pourquoi les banques ont fait ça tout simplement? Pourquoi est-ce qu'elles ont pris ce risque monumental? Est-ce qu'elles faisaient une erreur? Est-ce qu'elles savaient réellement ce qu'elles faisaient? Évidemment que oui. Parce qu'en réalité, ces banques ne gardaient pas les crédits. Elles regroupaient des milliers de crédits pourris, de crédits corrompus, si je puis dire, et elles les foutaient dans des produits financiers qu'on a appelés les CDO pour Collateralized Debt Obligations. En gros, c'est comme un amoncellement, c'est comme un paquet de dettes en fait qu'on met ensemble, et ces paquets, elles les revendaient à des investisseurs en leur promettant un gros rendement. Donc en leur disant bah voilà, que c'est l'immobilier, en ce moment ça monte, c'est sûr, ça va continuer de monter et ça ne pourra pas baisser. Les agences de notation, Moody's, le S&P, Standard & Poor's qui est très connu, donnaient des notes AAA à ces produits. Donc AAA, c'est la meilleure note possible dans cette classe d'actifs. C'est celle qu'on donne généralement aux investissements les plus sûrs, les plus sécuritaires. Sauf que dans ces fameux paquets de crédits AAA, il y avait par exemple des crédits qui étaient accordés à des stripteaseuses qui avaient 5 maisons à leur nom. Il y avait des crédits qui étaient à des gens qui avaient menti sur leur patrimoine, qui avaient menti sur leurs revenus et sur leur épargne, des crédits en fait finalement qui ne seraient jamais remboursés. Donc c'était de bombes à retardement et ça ne pouvait qu'arriver finalement. Tout était prédictible si on savait ce qui se passait dans les coulisses. Donc en 2007-2008, la bombe a explosé fin 2007. À partir de fin 2007, les taux ont remonté, les emprunteurs n'ont plus payé, les défauts de paiement se sont accumulés, se sont multipliés et forcément les maisons ont été saisies, les prix ont chuté et puis les CDO se sont tout simplement effondrés. Et les banques qui détenaient ces fameux CDO eh bien, ont toutes fait faillite. La fameuse banque Lehman Brothers qu'on connaît tous, une banque qui avait quasiment 160 ans d'ancienneté, ce qui est très vieux pour les États-Unis, a disparu en un week-end. Et le monde entier a plongé dans une crise qui était la pire crise économique qu'on n'avait jamais connue depuis la crise de 1929. Maintenant, parlons un peu plus du film et de ce qu'il nous explique, de ce qu'il nous apprend en détail. Donc The Big Short, ça raconte l'histoire de plusieurs personnages qui, entre 2005 et 2007, donc 2 ans avant la crise, ont compris que tout le système allait s'effondrer. Et qui donc se sont positionnés à contre-courant de ce qui allait se passer et qui ont parié contre le système et contre tout ce que le système finalement vendait aux investisseurs qui n'y connaissaient rien et qui se faisaient littéralement plumer. Le premier de ces personnages, c'est Michael Burry qui est joué par Christian Bale.
Michael Burry, dans le film, c'est un médecin qui est devenu gestionnaire de fonds. C'est un mec assez bizarre, un peu asocial, un peu louche, qui passe ses journées à analyser des données et qui a un œil de verre, qui écoute du heavy metal. Enfin voilà, un personnage vraiment atypique, qui reste dans son bureau, qui parle à personne. Le genre de type qui fait un peu peur quand on le croise dans la rue. Mais ce type, il a fait quelque chose que voilà, personne d'autre ne faisait. Et ça, on pourra le corréler ensuite à ce qu'on fait mal en France en immobilier. Il a lu les contrats. Il a lu les contrats, donc ce que je veux dire, c'est qu'il a lu les documents, il a lu ce qui était écrit, il est entré dans le détail. Il a épluché des milliers et des milliers de pages de documentation sur les crédits immobiliers qui composaient les CDO. Il a étudié tout ça ligne par ligne, crédit par crédit, dans le détail. Et il a vu que les agences de notation, les banques et les investisseurs, finalement, n'avaient pas vu. Il a vu que ces crédits étaient pourris. Ils étaient pourris jusqu'au trognon, moisis jusqu'à la moelle. Les emprunteurs ne pourraient jamais rembourser ces crédits. Donc en 2005, il a parié pas moins d'1,3 milliard de dollars contre le marché immobilier. À ce moment-là, évidemment, tout le monde l'a pris pour un fou. Ses propres investisseurs ont voulu le virer. Et Goldman Sachs lui a rayonné à ce moment-là, alors que 3 ans plus tard, eh bien, il avait gagné 700 millions de dollars. Pour lui et ses clients qui avaient justement voulu le virer au début. Donc, revers de la médaille, et on le verra comme ça à la fin de la vidéo, mais revers de la médaille, lui a su lire les contrats en détail, lui a su voir ce qui n'allait pas, a su relever les points de doute, les points de méfiance, et c'est comme ça qu'il a pu s'enrichir et parier intelligemment contre le système. Le deuxième personnage, c'est Mark Baum, qui est joué par Steve Carell, qui est totalement l'opposé de Burry. Au contraire, c'est un mec qui est émotif, qui se met en colère pour un oui, pour un non, pour tout et pour rien. Un gars qui déteste les banques, qui déteste le système, qui a la haine contre eux. Et lui, pour le coup, n'a pas juste lu les documents, il est allé sur le terrain. Il est allé dans le film, donc en Floride, dans les quartiers où les maisons, justement, se soldaient très facilement. Et il a parlé aux courtiers, il a parlé aux emprunteurs, et il a vu de ses propres yeux des stripteaseuses, justement, on en parlait plus tôt, avec 5 maisons individuelles. Je me dis comment c'est possible qu'une stripteaseuse qui gagne très mal sa vie peut s'acheter autant de baraques. Donc c'est des agents qui accordaient des crédits à des personnes sans même regarder ce qu'ils faisaient, sans même regarder leur capacité d'épargne, sans même regarder leurs revenus, leur situation, etc. Donc il a compris, comme Burry, que le système allait s'effondrer, et il a également parié à contre-courant du système, on le verra un peu plus tard. Le troisième groupe, c'est Charlie Geller et Jamie Shipley. C'est 2 jeunes investisseurs qui géraient des fonds depuis leur garage, donc ils sont partis vraiment de rien. Et eux, ils ont découvert le poteau rose par pur hasard. Et une fois qu'ils ont compris ce qui allait se passer, comme les 2 autres, ils ont fait leurs recherches, ils ont vérifié, ils ont tout analysé dans le détail et ils ont parié également gros contre le système. Et ces 3 groupes, pour le coup, n'avaient vraiment rien de commun. 2 jeunes investisseurs, un mec colérique et un asocial qui reste devant son PC comme un gros nerd. Donc, pas le même style, pas la même personnalité, pas les mêmes méthodes en tout cas, mais ils avaient un point commun, ils ont fait ce que personne d'autre ne faisait, ils ont regardé les données, ils ont analysé, ils n'ont pas écouté ce qu'on leur disait, ils n'ont pas écouté les opinions, ils n'ont pas écouté les médias, ils n'ont pas suivi la tendance, pas le consensus, parce que tout le monde disait, et grâce à ça, eh bien, ils ont gagné. Donc, ça nous amène finalement à la plus grande question du film, et la question la plus importante pour nous, investisseurs immobiliers. Comment se fait-il que des milliers de professionnels, des banquiers, des traders, des investisseurs, des analystes, des économistes n'ont rien vu venir et se sont laissés berner aussi facilement? Le tout pendant que Michael Burry, seul dans son bureau, a tout compris simplement en lisant des documents. On se dit comment lui a pu le faire alors que les autres avaient accès à tout? Eh bien la réponse, elle tient en 3 mots, l'effet de foule. Quand tout le monde te dit la même chose, quand tout le monde se met à répéter comme un perroquet un fait, une opinion, c'est extrêmement difficile d'aller à contre-courant. C'est quelque chose de purement social, de purement humain. On n'aime pas sortir du système, on n'aime pas aller à l'encontre de ce que la majorité pense. Donc en 2006, si tu disais que l'immobilier allait s'effondrer, tout le monde allait te prendre pour un fou. Et quand on te prend pour un fou, ça signifie indirectement l'ostracisation, le fait de te faire écarter, de te faire sortir de la masse, de te faire sortir, de te faire déshumaniser par le reste de la population qui suit ce fameux courant. Donc forcément, en 2006, c'est ce que tout le monde croyait. Tout le monde croyait que l'immobilier n'allait jamais baisser, c'était le consensus, et tout le monde pensait que ça allait rester ainsi. Et quand tout le monde croit quelque chose, sur parole, sans regarder par soi-même, bien, plus personne ne va vérifier, plus personne ne va prendre la peine de faire l'analyse par lui-même. C'est ce qu'on appelle un biais de confirmation, donc tu cherches des informations qui confirment finalement ce que tu crois déjà, l'idée que tu as déjà entendue, qu'on te répète, qu'on te martèle, qu'on t'assène et que tu as enregistré dans ton cerveau. Donc tu vas chercher des informations qui confirment déjà sur en quoi tu crois, parce que c'est désagréable de penser
autre chose quand on croit que la vérité est à un endroit. Et finalement, tu vas finir par ignorer toutes les infos qui contredisent ta façon de penser. Donc les banquiers croyaient que l'immobilier ne pouvait pas baisser, donc ils ne cherchaient pas à vérifier si les crédits qui étaient accordés aux investisseurs, aux acquéreurs, étaient solides. Les agences de notation pensaient que l'immobilier ne pouvait pas baisser non plus, donc elles ont accordé des notes triple A sans vraiment analyser ce qu'il y avait dans les CDO. Les investisseurs croyaient également que l'immobilier n'allait jamais baisser, donc ils achetaient ces produits les yeux fermés, ils faisaient également confiance aux agents immobiliers et aux agents de notation. Tout le monde avait intérêt à ce que ça continue. Les banques touchaient des millions, elles gagnaient des commissions, les courtiers aussi gagnaient des commissions, s'enrichissaient là-dessus. Les agences de notation étaient directement payées par les banques, donc ça les enrichissait aussi. Les prix montaient, tout le monde était content, c'était un peu l'euphorie. Personne n'avait intérêt finalement à se poser les bonnes questions parce que sinon tout allait s'effondrer et personne n'avait envie que ça s'effondre. Sauf que le fait d'attendre et de ne pas vérifier les données, ça a fait grossir la bombe et quand elle a explosé, ça fait encore plus mal que si les gens s'en étaient rendus compte. Donc dans le film, tout le monde y croit, sauf Michael Burry, Mark Baum, sauf les autres investisseurs, les quelques types qui ont pris le temps de vérifier. Il y a une scène très célèbre où Mark Baum va voir une agence de notation et demande justement est-ce que vous avez vérifié ce qu'il y avait dans les CDO? Est-ce que vous êtes bien sûr de ce que vous proposez? Et l'employé lui répond cash, si on pose trop de questions, les banques vont aller voir la concurrence. Et c'est ça le problème, quand tout un système a intérêt à ne pas aller regarder la vérité en face, intérêt économique, intérêt financier, quand tout le monde se voile la face et se terre dans ses propres convictions, dans ses propres opinions toutes faites, eh bien c'est comme ça que les crashs arrivent, et pas parce que personne ne pouvait les prévoir, mais simplement parce que personne ne voulait les prévoir. Maintenant, la vraie question, qu'est-ce que The Big Short nous apprend pour l'investissement immobilier, et surtout pour l'investissement immobilier en France? Parce que là, on parle des États-Unis, mais qu'est-ce qu'on peut se poser légitimement comme question? Qu'est-ce qui est intéressant de comprendre pour nous, investisseurs en France? Première leçon, fais tes analyses par toi-même. Michael Burry n'a pas écouté les experts dans le film, il n'a pas écouté le consensus, il a lu les données, il a fait ses analyses, il a fait ses propres calculs et il en a tiré une conclusion. C'est comme ça qu'il a pu parier à contre-courant du système et gagner énormément d'argent. Donc en immobilier, c'est la même chose. Ne va pas croire quelqu'un sur parole. Quand un agent immobilier te dit c'est une super affaire, quand un vendeur te dit il y a plein de demandes locatives sur ce secteur, quand un influenceur te dit vas-y fonce, là tu vas te faire un max de cash flow, eh bien vérifie toujours par toi-même. Très important. Va sur Meilleurs Agents, regarde le prix au mètre carré, analyse ton bien, regarde les reventes récentes sur Etalab, sur DVF, sur Papers Immo, calcule le rendement toi-même, vérifie bien la demande locative, pose la question à plusieurs personnes, à plusieurs agences, etc. Ne fais jamais confiance aveuglément à quelqu'un, surtout en immobilier, mais même n'importe où, mais là, c'est le cas qui nous intéresse. Deuxième leçon, comprends ce que tu achètes, comprends l'actif sur lequel tu vas te positionner. Les investisseurs qui ont perdu de l'argent en 2008, finalement, n'y comprenaient rien au CDO. Ils ne savaient pas ce qu'il y avait dedans, ils ne savaient pas de quoi c'était composé, et ils faisaient juste confiance à la note, au triple A qu'on leur mettait. En immobilier, c'est la même chose. Combien de gens achètent un bien sans comprendre la fiscalité, sans comprendre comment fonctionne, je sais pas, une copropriété, sans comprendre comment on gère des travaux, comment on trouve des bons locataires, savoir ce que c'est un différé d'amortissement, comment parler le langage banquier, etc. Si tu ne comprends pas ce que tu achètes, si tu ne comprends pas tout le mécanisme sous-jacent qui existe dans le processus d'acquisition d'un bien immobilier, tu prends un risque énorme que tu ne maîtrises pas qui va te faire perdre beaucoup d'argent. Troisième leçon, méfie-toi des promesses et des gains immédiats et trop faciles. En 2006, tout le monde achetait l'immobilier parce que ça montait, ça ne pouvait jamais baisser, parce que l'immobilier ça monte toujours, parce que tu ne peux pas perdre avec l'immobilier, parce que c'est de l'argent facile. Aujourd'hui, on entend les mêmes discours. Deviens rentier en 2 ans, 5 000 € de cash flow par mois, quitte ton job grâce à l'immobilier, etc. À chaque fois que quelqu'un te promet de l'argent facile, pose-toi la question, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que je peux vraiment gagner de l'argent si facilement? Est-ce que les chiffres tiennent la route? Ou est-ce qu'on essaye simplement de me vendre du rêve et de me vendre quelque chose finalement qui ne correspond pas à ma situation et qui n'est pas atteignable dans mon cas? Quatrième leçon, l'immobilier, c'est du long terme. Les types qui ont perdu en 2008, c'était des gens qui spéculaient finalement sur l'immobilier et qui pariaient que l'immobilier allait toujours monter. Ils achetaient pour revendre vite, pour faire une plus-value rapide sur leur opération. Et les types qui ont réussi au contraire à traverser la crise, c'était des investisseurs plus patrimoniaux qui sont positionnés sur du long terme. Ils avaient acheté des biens solides, dans des zones solides, avec un bon prix, justement un bon prix d'achat, avec des crédits qu'ils pouvaient rembourser derrière, et ce, même si les prix de l'immobilier baissaient à ce moment-là.
Ils ont simplement attendu ensuite que le marché immobilier remonte. L'immobilier, c'est pas un sprint, hein. Encore une fois, vous regardez sur 6 mois, 1 an, bah, c'est comme en bourse finalement, vous positionnez sur une action. L'action, elle peut avoir des hauts et des bas, monter dans la journée, monter en 6 mois. Pareil en crypto, vous regardez une courbe crypto, c'est n'importe quoi. Ça donne pas envie d'investir dedans. Mais par contre, si vous avez une vision long terme de l'investissement, bah, et que vous lissez ça sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, là, vous n'achetez plus un produit pour une vision court terme de l'investissement, mais bien pour une vision long terme. Si vous achetez avec une vision à court terme, vous allez prendre un risque et vous allez vous retrouver bloqué au pire moment finalement. Vous voudrez revendre par exemple et votre bien ne vaudra plus rien à ce moment-là. Cinquième leçon, le cash flow, ça n'est pas tout. Et oui, le film nous apprend aussi cette métrique. Dans le film, les gens achetaient des maisons en se disant bah, je la loue, elle se rembourse toute seule et elle va me générer du cash flow derrière. Sauf que bah, quand tous les locataires sont partis, quand les loyers ont baissé, quand les charges ont continué d'augmenter en parallèle, le cash flow s'est transformé en gouffre financier. Ce qui t'enrichit en immobilier, encore une fois, c'est pas le cash flow, c'est le capital que tu vas rembourser, c'est la plus-value que tu vas générer, c'est le prix à l'achat que tu vas bien savoir négocier, c'est le fait de savoir bien acheter pour pouvoir ensuite bien revendre sur le moyen long terme, c'est l'effet de levier du crédit que tu vas pouvoir utiliser à bon escient. Alors que le cash flow, ben, c'est simplement du confort, ce n'est pas un vecteur, ce n'est pas une métrique d'enrichissement. Question légitime, est-ce que la crise qui s'est passée en 2008 aux États-Unis peut arriver en France? La réponse courte, c'est non, et en tout cas pas de la même façon. Pourquoi? Parce que le système bancaire français est beaucoup plus solide et est très différent du système bancaire américain. En France, les banques regardent les crédits qu'elles accordent. Elles ne vont pas revendre ces crédits par la suite, donc elles ont tout intérêt à ce que les emprunteurs remboursent le crédit in fine. En France, il y a également le HCSF, le Conseil de stabilité financière, qui impose des règles strictes et encore plus strictes depuis 2021-2022. Donc on a la règle des fameux 35% d'endettement, on a les 25 ans de durée maximum de prêt. Ces règles existent justement pour éviter qu'on prête de l'argent à n'importe qui et que les banques perdent de l'argent. En France, souvent, les taux sont fixes également, donc c'est prédictible finalement, on sait combien on va payer sur X durée, alors qu'aux États-Unis, bah, beaucoup de crédits subprimes justement étaient à taux variable, donc on ne pouvait pas prévoir si les taux allaient monter ou baisser et sur quelle durée, à quelle fréquence. Donc quand les taux ont monté, les mensualités par conséquent ont explosé et les emprunteurs n'ont plus rien pu payer. En France, ton taux est fixé au départ, tu peux même toi-même le renégocier, tu peux même le moduler au cours du crédit, donc c'est même plus la banque qui décide, c'est toi. Donc même si bah, les taux montent, même si tu achètes à 3% et que les taux montent à 4%, ta mensualité ne changera pas tant que tu n'as pas décidé de renégocier tes taux, de faire un rachat de crédit. Nous, en France, on ne risque pas un effondrement immobilier comme en 2008 aux États-Unis, mais, et c'est important, ça ne veut pas dire que l'immobilier français est sans risque et qu'il ne comporte aucune défaillance. Les prix peuvent baisser, on l'a d'ailleurs vu justement à partir du moment où les règles se sont resserrées sur les investisseurs. Les prix ont baissé de 15 à 20% parfois dans certaines zones en 2022. Les délais de vente parfois peuvent s'allonger, les loyers peuvent stagner, les travaux peuvent coûter beaucoup plus cher que prévu. L'immobilier, c'est pas un investissement qui est garanti, en tout cas, ça reste l'investissement le plus prédictible si on veut s'enrichir sur le long terme. C'est un investissement qui peut être très rentable si et seulement si tu fais et tu sais faire les choses correctement. Et faire les choses correctement, ça veut dire acheter un bien au bon prix, dans une bonne zone, avec le bon financement, avec la bonne vision de tes investissements et tes objectifs, et pas acheter n'importe quoi à n'importe quel prix, dans n'importe quel secteur, parce qu'un influenceur t'a dit que l'immobilier, ça monte quoi qu'il arrive et que tu généreras toujours du cash flow si tu achètes à Saint-Étienne. Voilà, le petit clin d'œil à qui comprendra. Michael Burry, Mark Baum et les autres investisseurs, les autres personnages du film ont gagné parce qu'ils ont su faire ce que personne d'autre ne faisait. Ils ont regardé la réalité et les chiffres en face. Ils ont vérifié, ils ont calculé, ils ont analysé et ils se sont basés là-dessus pour se positionner. Et c'est exactement ce que tu dois faire si tu veux réaliser les mêmes performances et si tu veux réussir en immobilier. Pas écouter ce que tout le monde dit, pas écouter la foule, pas suivre bêtement des influenceurs qui vont t'asséner une chose ou une autre comme étant la vérité universelle. Alors regarde les données, apprends, comprends ce que tu fais et surtout passe à l'action parce que c'est certainement ce qui te manque aujourd'hui pour réussir dans l'immobilier. Et si jamais tu as peur de ne pas savoir par où commencer, si tu veux apprendre à faire tout ça, à savoir comment analyser un bien, faire une bonne négociation, monter un dossier bancaire béton et solide qui te fera financer à coup sûr, ne plus te faire avoir sur les travaux, ne plus perdre des milliers d'euros, j'ai créé un canal WhatsApp sur lequel je partage du contenu concret avec des analyses chiffrées, des réflexions qui vont à contre-courant de la doxa dominante du cash flow, des erreurs à éviter, des outils stratégiques sur mesure et tout ça, c'est gratuit, c'est sans engagement. Le lien est en description et c'est probablement le meilleur premier pas que tu puisses faire. Et ça pourrait littéralement changer ta façon de voir l'immobilier et littéralement changer ta vie si tu décides enfin, maintenant, tout de suite, pas demain, de passer à l'action. Sur ce, je te souhaite de passer une très bonne journée. On se dit à la prochaine.